Merci. Bonjour, Hervé Matt, je suis donc professeur à l'ESSEC, directeur de l'Institut, organisateur de ces matins de l'innovation auxquels un certain nombre d'entre vous sont fidèles, car je reconnais des têtes connues. Alors, nous avons en théorie énormément d'inscrits aujourd'hui. Je suis très inquiet parce que la salle est trop petite par rapport au nombre d'inscrits, mais fort heureusement, apparemment, il y a des pannes sur l'horaire et autre chose qui fait que so far, so good. La salle est parfaitement utilisable comme ça, mais vous voyez, on a organisé des chaises partout parce qu'on s'est fié à la longue liste de ceux qui souhaitaient nous rejoindre aujourd'hui. Alors, on est encore en début d'année. Je vous en prie, venez, rentrez vers le centre parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Parmi les fidèles qui sont là, il y a de nombreuses têtes connues. Je ne vais pas les citer, je vais simplement rendre un tout petit hommage, je le fais toujours, au professeur Dominique Zardel, qui est là très discrètement sur le côté, qui est un grand professeur de marketing qu'il a exercé dans quantité d'entités dans le monde entier, mais surtout à l'ESSEC. Et il a été notamment un des grands directeurs de l'ESSEC à une époque. Et parmi les grandes décisions qui avaient été prises, ça avait été notamment de me recruter. Il y a très longtemps, nous étions jeunes, lui et moi, mais j'en ai gardé une forme de reconnaissance. Bien que ramer comme on rame, on finit par se demander, mais enfin, bon. En tout cas, l'expérience a prouvé que Dominique a fait avancer énormément de choses, et notamment ces questions de mobilité, de services dans l'enseignement supérieur de gestion, en particulier à l'ESSEC. Voilà, alors, ce matin d'innovation est consacré donc à l'innovation et la mobilité, avec un titre volontairement poussant à la question, innovation de mobilité ou mobilité d'innovation. Certains qui sont habitués auront noté que le format est un peu plus long que d'habitude, puisque nous avons choisi de travailler sur 4 interventions, et en fait, c'est 4 qui font 5, car il y a une intervention surprise, courte. Et pourquoi ce format un peu plus allongé? Parce que, essentiellement, et ceux qui sont là en sont tous bien convaincus, les questions de mobilité sont d'une importance tout à fait fondamentale. D'abord, elles nous touchent tous. Personne n'échappe sous une forme ou sous une autre à la mobilité ou à des difficultés dans sa mobilité. Mais la mobilité est au centre de la vie d'à peu près tous les êtres humains et plus généralement une grande partie du règne animal. Pour ce qui est effectivement de l'espèce humaine, on voit que l'impact est tout à fait majeur à la fois pour les échanges, pour la production de richesses, pour nos développements individuels. C'est également un impact qui est considérable sur notre qualité de vie au quotidien, une préoccupation qui a souvent été un peu abandonnée ou laissée de côté tout au long des phases de grand déploiement et développement, soit d'infrastructures, soit de solutions industrielle de toutes parts, et qui redevient une préoccupation majeure que beaucoup d'acteurs, opérateurs, observateurs, gestionnaires d'infrastructures remettent aujourd'hui au devant de la scène en s'interrogeant sur comment on peut effectivement faire en sorte que le temps que nous consacrons à notre circulation soit un temps qui soit mieux vécu, qui soit porteur d'émotions positives, qui soit potentiellement porteur de contenu, y compris de contenu intelligent. Alors c'est un secteur également qui est passionnant parce que quand on observe l'activité de créativité autour de la mobilité, que ça soit dans la conception de véhicules de transport au sens le plus large qui soit, ou que ça soit dans la conception des infrastructures de transport, on trouve et les plus grands designers et les plus grands architectes, on trouve et les plus grandes réalisations qui souvent symbolisent d'ailleurs soit des régions, soit même des pays. On trouve les réalisations qui sont mises en avant comme symbolisant le savoir-faire de grands groupes industriels. Et on voit que cette créativité est plus forte que jamais. Quelques minutes qui deviennent très vite quelques heures sur Internet nous permettent d'être confrontés à mille et une formes différentes de ce que sont déjà dans certains cas les structures par lesquelles nous circulons, par lesquelles s'effectue la mobilité. En parallèle à ça, il y a l'impact économique bien évident et le niveau formidable des investissements dont il est question, avec quantité de points d'interrogation.
dans l'avenir. On voit que partout et de tous bords émergent des résistances au développement de l'investissement public sur plein de choses. Les États, les gouvernements doivent réduire leurs dépenses. Or, on sait que le secteur des transports, qui porte une grande partie des questions de mobilité, est un secteur qui vit économiquement de la conjonction de budget public, d'investissement privé, de contribution des utilisateurs. La dominante publique est quand même omniprésent dans le raisonnement sur l'évolution des systèmes de mobilité, tant sur les investissements de l'amont en R&D et autres que sur la réalisation concrète des infrastructures et des systèmes. Bien sûr, il n'y a pas que ça, et bien sûr, la mobilité ne se limite pas aux aspects physiques extrêmement coûteux. Mais c'est quand même effectivement une préoccupation majeure qui est de savoir quels seront les business models. Très difficile de traduire. Certains parlent de modèles d'affaires que je trouve assez peu appropriés, d'autres de modèles économiques. Enfin, les business models des systèmes de mobilité du futur. Il est clair que les vieilles traditions, notamment autour de l'abonnement, subventionné par le secteur public, etc., seront probablement secouées et que l'on verra apparaître d'autres formes de rémunération de l'acte de circulation. Soit dans des logiques d'usage, soit dans des logiques de partage de capital. On sait à quel point se multiplient les solutions de covoiturage et autres choses. Et donc, on verra très probablement se développer de manière plus structurelle que ça n'est aujourd'hui des modèles économiques de transition qui permettront de s'orienter vers une autre forme d'économie de la circulation. Autre aspect extrêmement important de ce domaine. Et autre aspect qui, comme le premier, montre bien l'importance de l'innovation. On est bien dans un secteur qui, parce que les contraintes sont là, contraintes environnementales, recherche de nouvelles sources d'énergie, contraintes de concentration urbaine, contraintes économiques, parce que toutes ces contraintes sont là et que l'on sait que les contraintes sont des moteurs, des stimulateurs de l'innovation, on voit bien qu'il y a là un secteur qui est extrêmement mobilisateur d'un effort de créativité, mais au-delà d'un effort de transformation de la créativité en des modèles d'opération viables, pertinents, durables, et qui seront effectivement, véritablement, les modèles par lesquels on innovera au sens d'une production de valeur économique durable. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est de voir à quel point tout cela est nécessaire, parce que malgré l'importance considérable de cette créativité, malgré l'importance considérable des efforts qui sont faits par toutes les... Il reste que, je me faisais cette réflexion ce matin dans les embouteillages de la Défense en arrivant de la campagne, etc., à savoir à quel point on était dans un labyrinthe avec une signalétique qui n'en finissait pas, des trucs en chantier depuis la nuit des temps, un aspect général pour la circulation automobile particulièrement non attractive et même repoussante, ce qui concourt naturellement. Je comprends bien que tout ça est subventionné par la RATP, notamment pour être bien sûr que finalement on ne se reporte que sur le transport public et donc éviter effectivement à tout prix cette circulation routière dans la Défense. Tout ça est très pensé, je l'entends bien, mais tout de même. Et je me faisais la réflexion la semaine dernière en prenant le RER depuis Cergy-Pontoise pour aller prendre un train pour aller en Allemagne, que c'était un peu compliqué parce que notamment je n'avais pas pu acheter le billet de train en même temps que le billet de RER parce que l'agence SNCF de la Défense ne vend pas de billets de RER qu'il faut aller acheter à l'agence de la RATP. Et je me disais, alors même que tous les outils techniques sont là, alors même que sur le plan scientifique et technique, tout ça est parfaitement maîtrisé, il reste des questions fondamentales d'acceptation par les acteurs et de mise en commun de moyens. Et Dieu sait que les acteurs français collaborent efficacement ensemble, mais il y a toujours quelques petites choses étonnantes. D'acceptation également par les utilisateurs du transport, ce RER depuis Cergy auquel on est tellement habitué, puisque Cergy abrite les SEC, montre aussi à certains moments de la journée, par la masse des graffitis, les odeurs dominantes, etc., à quel point le niveau de l'acceptation sociale des systèmes de transport reste posé. Et que la responsabilité autour de cela n'est pas toujours ça. Donc vraiment, les problèmes qui se posent en termes de comportement responsable aujourd'hui, on y reviendra pendant une seconde, sont effectivement des choses qui interviennent aussi et qui rendent et qui montrent la limite d'une approche créative ou innovante qui ne se ferait qu'à l'intérieur, entre guillemets, du réseau des opérateurs, du réseau des concepteurs, du réseau d'acteurs qui n'intègrent pas ou qui n'intégreraient pas le public. On sait à quel point, justement, dans le système français en particulier, on interroge,
on va vers le public, on essaye de bâtir ces solutions d'acceptabilité, mais à quel point ce sont des choses sur lesquelles il faut en permanence remettre le travail en place, parce que ce n'est jamais acquis. Alors pour nous parler de ces thèmes, nous avons fait appel dans l'ordre d'apparition d'abord à Mathieu Flonneau, qui est déjà un habitué, puisque dans un autre cadre, il était déjà intervenu sur des questions un peu comparables. Mathieu Flonneau est un grand historien de la mobilité, très réellement, extrêmement productif. Et d'ailleurs, vous aurez en sortie, vous avez deux petits flyers de ces 2 derniers ouvrages qui font suite aux précédents. Il y a l'ouvrage là. Alors, c'est l'intelligence des ouvrages très courts. Comme ils sont très courts, on peut avoir beaucoup de lignes d'ouvrages. Mais Mathieu arrive à faire les deux, c'est-à-dire des courts et des longs. Qui nous parlera de la satisfaction des besoins de mobilité dans l'histoire et quelle a été la portée historique de la révolution de l'automobile face effectivement à la question qui se pose aujourd'hui de savoir s'il y a un futur pour ce mode de transport. Ensuite, nous passerons la parole à Dominique Potier, qui représente le pôle de compétitivité systématique et qui nous parlera des systèmes embarqués à l'Internet et des objets, et qui nous présentera justement là toute une série d'efforts de créativité significatifs à dominante technologique, et dont on voit qu'on mêle des questions de mobilité à caractère plus virtuel avec des questions de mobilité à caractère physique. C'est Patricia Delon ensuite qui est également une fidèle, si je puis me permettre, puisqu'elle était brillamment intervenue dans un colloque que nous avions organisé pour La Poste l'an dernier, qui est directrice commerciale et marketing de la RATP, et qui se posera la question de la vie dans les transports et des transports dans la vie à partir de l'expérience RATP. Et c'est enfin Albert Asseraf, que nous avons eu également le plaisir d'accueillir déjà dans d'autres cadres, et qui est porteur de très beaux projets dans le cadre de Jean-Claude Decaux, qui nous parlera des plateformes servicielles, et notamment du vélo en libre service. Et c'est intéressant parce que, bien évidemment, nous avons tous maintenant une connaissance encyclopédique de l'épopée Vélib, parce qu'on en parle à l'ESSEC, on en parle dans nos manifestations, on en parle évidemment dans la presse et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez notamment nous remettre tout ça dans une perspective dans laquelle, finalement, Vélib est juste un élément d'une construction beaucoup plus large et beaucoup plus riche. Et on en profitera peut-être pour faire un peu une synthèse de tout ce qui sera dit, en profitant de l'approche un peu, et même tout à fait stratégique, que nous propose Albert Asseraf. Alors, parmi les informations, ça c'est l'arrivée d'un RER, c'est comme à Cergy-Pontoise, et quand il y a un RER qui arrive, pouf, hein, et vous venez, on en parlait. Bonjour. Alors, c'est intéressant de rappeler également, pour ceux qui le souhaiteraient, que vous trouverez en sortie quelques éléments d'information sur cette association dont on vous a déjà parlé. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà adhéré, ont déjà envoyé des chèques l'année dernière, que nous n'avons pas encore encaissés, je le précise pour certains, tant que nous n'avions pas un programme d'activité. Ce programme d'activité se concrétise aujourd'hui, et Innovation et Société, qui va développer un certain nombre de clubs sur des problématiques justement comme l'innovation et mobilité, comme l'innovation et responsabilité, comme l'innovation et les services de santé, etc. Innovation et Société, partenariat évidemment avec ISIS, publie également à partir de maintenant une collection de cahiers. Et vous aurez en sortie, si vous le souhaitez, la possibilité de prendre tout à fait gratuitement ces 2 premiers cahiers, les cahiers Innovation et Société, justement. Et l'objet, suite à un certain nombre de sollicitations de participants à ces matins, et également de partenaires de nos aventures de recherche, c'est de disposer d'un petit véhicule flexible, facile à communiquer, facile à réaliser pour nous, qui permettrait à la fois de regrouper des synthèses de discussions au cours des matins, de profiter de certains résultats de nos projets de recherche pour synthétiser là aussi dans un cahier de recherche cette fois-ci, mais qui aurait la même forme, s'entend bien, le résultat de telle ou telle étude, voire, car nous en avons réalisé un certain nombre, d'utiliser ce vecteur pour communiquer quelques études de cas approfondies qui intéresseront bien sûr les pédagogues pour les utiliser le cas échéant en cours, mais qui peuvent intéresser tout le monde parce que ça présente des situations détaillées avec des problématiques avancées.
L'idée donc, c'est progressivement de développer 2, 3, 4, 10, 15, on ne sait pas encore quel est le rythme annuel, mais un assez grand nombre de ces petits cahiers, de les rendre disponibles, de les utiliser comme un véhicule, et puis peut-être de produire d'autres choses à partir de ça en fonction des propositions qui nous seront faites par vous, par les gens qui constituent un peu l'écosystème d'ISIS et qui nous proposent des choses. Alors, juste une réserve, les documents que vous aurez à disposition là sont des prototypes. Vous savez, on est beaucoup maintenant dans des mondes dans lesquels on a une première version qui est une version pas tout à fait achevée et qu'on teste un peu avant que la deuxième sera achevée. Donc on voulait absolument pour aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas suffisamment riches pour vous offrir d'autres cadeaux pour les fêtes, et donc on s'est limité à ces petits cadeaux. Donc on souhaitait effectivement que ces cahiers soient prêts pour aujourd'hui. Ils l'ont été, mais dans la forme, pas sur le fond. Ils ne changeront pas sur le fond, mais dans la forme, de choses vont changer, parce que les fonds ne sont pas encore cohérents. Il y a quelques erreurs de frappe ici et là. Il y a quelques petites choses. Bien évidemment, la structure définitive sera une structure dans laquelle il n'y aura plus... Les détails seront vus, il n'y aura plus d'erreurs et plus de réserves. Il s'agit là d'un prototype en avant-première, juste pour vous, juste pour cette salle. Le reste de la diffusion, dès tout début janvier, y compris des mèmes, sera dans une version définitive. Soyez pas étonnés si vous en recevez une deuxième version, totalement définitive. Elle aura tenu compte de vos remarques. Un bulletin d'abonnement pour ceux que cela pourrait intéresser. L'abonnement est gratuit pour ceux qui adhèrent à l'association Innovation et Société. Alors, entre autres choses, je dois communiquer de l'information, ça nous éloigne de la mobilité, mais enfin, on y reviendra dans un instant. En 2011, nous lancerons la deuxième série de ce programme Management stratégique de l'innovation et des services en formation continue ici à l'ESSEC. Alors, il y a énormément d'enseignements dans l'ensemble des programmes du groupe ESSEC et dans une série de programmes d'institutions partenaires en France et à l'étranger. Nous sommes relativement limités en termes de temps pour développer beaucoup d'activités de formation continue malgré de nombreuses sollicitations. Nous avons développé ce programme, une première session cette année, une deuxième session l'année prochaine. Vous aurez, le cas échéant, là aussi, toute l'information qui pourrait vous intéresser si, d'aventure, vous pensiez que quelqu'un dans vos organisations et autres pouvait intervenir. Alors voilà, avant de passer la parole à notre premier intervenant, je voudrais juste vous laisser le loisir de goûter pendant quelques minutes ce petit spot dont vous trouverez très très vite l'origine, qui pose le problème de l'acceptabilité et de la responsabilité dans le transport public. Already he cannot tahan na. Chop yang ni. Then you're pushing and you're shoving, don't care for one another. How like that? It's a rush hour and your face so sour. Go to work each day, don't want to feel sad. Queue and get on quickly, then move inside can. When you need to get up, be a team so darling. Don't be shy, no need to be sorry. Say excuse me. It's your mom. Hey. You want to love your right? 你喜爱的 iPod 音乐听在耳中，站在门口 You look so stunned. Makcik need to sit down. Why you refuse? Take up so much space now when you read the news. You always use your back to take up more seats, or else you try and joke with your smelly feet. Your attitude make me want to scream my way home. It hurt a dead lot if I don't stop and say home. It's so easy to love your ride. You to get on, then move it, move it, move it inside. Someone in need, so give up your seat, make everything sweet. You feel so good inside, inside. Now you're icing, 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 icing. That's right. You can love your ride, love your ride. I love it, love.
ne pouvait être pour le coup, acceptable qu'à Singapour, peut-être dans quelques cantons suisses, mais alors les plus conservateurs des cantons alémaniques. Ce n'est pas quelque chose que l'on imagine passer facilement sur les ondes en France. Mais clairement, ce qui est intéressant et mis en valeur ici, c'est effectivement notamment cette question du comportement face à une forme de mobilité qui est effectivement la mobilité dans les transports en commun. Et bien évidemment, Singapour, vous savez que l'ESSEC est très présente à Singapour, et sur ce plan-là, tout à fait remarquable de détermination pour rendre effectivement le transport en commun le plus acceptable, le plus agréable possible. Ce qui est intéressant, on ne rentrera pas dans le débat, c'est qu'actuellement, vous avez toute une campagne de publicité aux États-Unis, cette fois-ci, poussée par JetBlue, qui reprend les mêmes thèmes. Alors JetBlue est une compagnie aérienne, en utilisant d'ailleurs des transports en commun, en disant et si tous les transports étaient comme JetBlue, et vous avez droit effectivement à des balades dans des métros surréalistes ou des bus surréalistes dans lesquels JetBlue fournit un service aux clients qui brusquement rend la vie dans les métros et les bus brusquement prodigieuse, et avec toujours mais ne rêvez pas. En fait, c'est le message, c'est venez chez JetBlue, il n'y a que JetBlue qui vous fournit ça. Je sais qu'effectivement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la RATP.